Bonsoir à tous. Ce soir, nous accueillons Hélène Vicali, psychanalyste et membre de l'APE, pour son essai intitulé La déconstruction des hommes, une fausse bonne idée. Elle va évoquer en fait une idée qu'on associe plutôt aux femmes, en fait, à travers un questionnement de psychanalyse et philosophique. En réalité, nous discuterons, nous débattrons sans doute de l'émancipation des hommes. À vous, Hélène. Merci de votre accueil, merci de l'invitation, merci à Olivier Vera qui m'a gentiment invitée, et merci à toutes et à tous. Je vais peut-être me présenter pour commencer en disant que j'ai exercé plusieurs métiers dans ma vie, dont celui de psychanalyste, en supposant que psychanalyste soit un métier. Pour ma part, je parlerai plus d'une vocation. Et depuis un moment, je n'ai plus de cabinet, donc plus de patients. Et pourtant, à chaque fois que je suis invitée dans les médias, même si j'explique aux journalistes que je ne pratique plus, ils continuent à m'appeler, à me nommer comme psychanalyste. Et donc, je me questionne, est-ce qu'on est toujours psychanalyste quand on n'a plus de cabinet et plus de patients? Et j'avoue que je serais curieuse d'avoir votre avis sur le sujet. Voilà. Donc, je vais commencer en mettant mes lunettes, m'évitera de sauter des idées. Donc, je voudrais partager avec vous mes réflexions autour de mon livre, La déconstruction des hommes, une fausse bonne idée. Euh, je vais me permettre de vous livrer mes réflexions et puis ça sera un temps, bien sûr, où je serai ravie d'avoir votre point de vue sur tous les éléments que vous voudrez et sur d'autres d'ailleurs, pourquoi pas. J'imagine que vous serez particulièrement sensible aux enjeux théoriques et cliniques liés au meurtre symbolique du père et à celui moins évoqué de la mère, des concepts pour lesquels je vous livrerai des vignettes cliniques tirées de ma pratique. Mais je souhaiterais commencer par vous raconter très brièvement les raisons qui m'ont poussée à écrire ce livre. En fait, j'ai vu une émission de télévision à laquelle participait Sandrine Rousseau et je l'ai entendu dire qu'elle était très heureuse d'avoir un homme déconstruit à la maison. Et j'avoue que j'ai eu un instant de compassion pour cet homme-là. Et par ailleurs, j'ai assisté à une conférence féministe sur l'égalité homme-femme et j'ai entendu beaucoup de femmes avec une grosse colère souhaiter la déconstruction des hommes. Et voilà, donc je me suis penchée sur la question et dans un premier temps, j'ai trouvé que le terme déconstruire était inapproprié parce que vouloir déconstruire tous les hommes, ça voudrait dire que tous les hommes sont toxiques, ce qui me paraît être loin d'être le cas. Et puis ensuite, on ne peut pas déconstruire ce qui n'est pas construit. Or, un homme qui viole, qui harcèle, qui tue, qui tyrannise est tout sauf un homme construit. Donc, je me suis interrogée pourquoi les femmes, certaines femmes, demandent la déconstruction des hommes. Et là, ça serait intéressant quand même de rappeler qu'en tant que femme, nous sommes directement touchées par la violence masculine. Donc dans le monde, pour commencer, j'ai lu un chiffre qui m'a effarée. L'ONU nous explique qu'à ce jour, en tant que femme, nous avons dans le monde un nombre de femmes mutilées sexuellement vivantes aujourd'hui, là en 2025. Je ne sais pas si vous avez une idée du nombre, mais c'est effarant, c'est 230 millions. Moi, ce chiffre m'a vraiment stupéfaite. Je ne m'attendais pas à un chiffre aussi énorme. Bon, alors on pourrait parler aussi des femmes afghanes qui sont invisibilisées. La dernière trouvaille d'ailleurs des talibans serait d'enlever leurs photos sur les cartes d'identité. Enfin bref. En France, depuis janvier 2025 à aujourd'hui, on a déjà 73 féminicides. Et c'est sans parler des inégalités qui sont massives et qui, dans tous les domaines, la culture, la société, etc. Et il y a même une régression depuis quelques années. Donc, je ne vais pas épiloguer là-dessus, ce n'est pas le sujet, mais c'est important de comprendre
qu'à la base, c'est pas juste une idée comme ça qui a effleuré certaines personnes, il y a des vraies réalités. Et en tant que citoyennes, nous les femmes, nous sommes les témoins impuissantes de folies masculines telles que les attentats, le terrorisme, les rodéos urbains, les dealers, les refus d'obtempérer, les agressions de policiers, de pompiers, etc. Les adolescents qui tuent et qui ne sont pas des adolescentes avec leurs couteaux, enfin bref. Face à cette masculinité toxique, criminelle, donc on comprend aisément que pour certaines, eh bien, leur volonté d'attaquer le mal à la racine, un mal M-A-L et M accent grave L-E, a pu les effleurer. Voilà, mais c'est, comme je vais le dire, c'est certainement pas la solution, bien évidemment. Mais il faut l'entendre. Il faut entendre, et peut-être que les hommes entendent qu'il y a une colère et que voilà, les solutions proposées ne sont pas les bonnes, mais qu'il y a une vraie raison à ce projet-là. Comment réagissent les hommes à cette perspective? Bien, j'ai fait dans mon livre un micro-trottoir. Et voilà, en gros, on a du rejet, de la peur, de la colère, de l'indifférence, de la soumission. On a également ce que j'ai appelé des faux alliés, c'est-à-dire des hommes qui paraissent complètement du côté des femmes et de leur libération, mais qui en fait ne le sont pas vraiment. Je vous donnerai qu'un exemple pour les besoins de mon livre. J'ai rencontré un homme qui est consultant spécialisé dans les relations hommes-femmes et qui se bat pour l'égalité homme-femme. Je l'ai rencontré pour le micro-trottoir et puis à un moment, je me suis lancée dans ma stupéfaction de voir ce que je viens de décrire, hein, ces millions de femmes mutilées sexuellement, les Afghanes, etc. Et là, cet homme-là m'arrête et me dit: «Et Catherine de Médicis?» Et jusqu'à ce jour, je suis encore en arrêt sur image sur cette réflexion, c'est-à-dire cet homme prônant l'égalité homme-femme, heu, avait comme seule répartie une femme, il y en a d'autres, hein, les femmes ne sont pas exemptes de colère et voilà, mais par rapport à mon propos, Catherine de Médicis me paraissait, complètement, saugrenue comme réflexion. Alors certains sont des vrais alliés, mais qui demandent aux femmes de les guider. C'est-à-dire dans mon micro-trottoir, il y a eu beaucoup d'hommes qui ont dit: «Oui, effectivement, c'est un vrai sujet, on comprend qu'elles veulent cette déconstruction, mais bon, alors comment on se comporte?» Et c'est l'exemple, par exemple, de Vincent Lindon sur France Inter, au micro de Léa Salamé, le 13 mai 2024. Il a déclaré: «Les hommes doivent accompagner les femmes dans une égalité parfaite». Et malheureusement, malgré cette intention, clairement affichée, il a ajouté: «Mais il faut nous donner une feuille de route, il faut nous guider». Donc dans mon livre, bien je lui ai écrit à un moment, avec une pointe d'espièglerie, j'ai écrit une lettre ouverte à Vincent Lindon. «Cher Vincent Lindon, avec une merveilleuse bonne volonté, vous réclamez aux femmes une feuille de route pour vous guider dans le dédale de la déconstruction. J'ai pour vous une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne, je vais vous suggérer une solution. La mauvaise, cette solution ne dépendra que de vous. Plutôt que de céder comme un fils aux injonctions masculinistes du patriarcat ou aux injonctions sollicitées par le matriarcat, je vous invite à emprunter une troisième voie, la vôtre. Elle consiste à vous libérer symboliquement de vos géniteurs pour tracer votre propre chemin. S'émanciper pour devenir pleinement vous-même est certes plus exigeant qu'obéir, mais alors quelle belle promesse de liberté. Voilà, donc ça c'était une petite introduction et j'en arrive au cœur de mon propos, c'est-à-dire ma proposition d'émancipation et d'initiation plus particulièrement. Devenir un homme initié, c'est refuser toutes les injonctions parentales, entre obéir collectivement comme un fils aux injonctions toxiques du patriarcat ou obéir individuellement, toujours comme un fils, aux injonctions légitimes du matriarcat, eh bien, il existe une troisième voie, c'est celle d'un homme initié. En somme, pour résumer, les hommes seraient aujourd'hui dans un double piège, rester fils du patriarcat
obéir au père, à la virilité imposée, ou devenir fils du matriarcat, obéir à la mère qui voudrait les déconstruire. Finalement, ils sont sommés de choisir entre être dominants ou être soumis. Comment se passe cette initiation? Eh bien, l'initiation est un passage, c'est un ensemble de pratiques, de cérémonies qui marquent la bascule d'un individu d'un stade à un autre, le plus souvent d'enfant à homme. Donc il ne s'agira pas ici, comme dans les cultures autochtones, d'abandonner les hommes nus dans la savane, avec comme seule arme un malheureux petit couteau en bois pour affronter les lions. Non, la suggestion est moins ardue, quoique, il faudra demander aux hommes, car il est question de s'émanciper des figures tutélaires, père et mère, grâce à deux meurtres symboliques. Alors le terme meurtre est certes un terme violent, mais aucune initiation ne peut s'effectuer dans la douceur. Il est quand même question de mort et de renaissance. Ce chemin d'initiation suit trois étapes, comme dans les peuples autochtones, hein, c'est le même chemin, trois étapes. D'abord, prendre conscience de sa peur d'avoir quelqu'un qui à tout moment peut s'opposer à nos désirs, hein. Rappelons que le terme, l'étymologie d'imposteur est imponere, qui signifie écraser, et également mettre quelque chose sur les épaules de quelqu'un. Moi, je suis fan d'étymologie, hein, et de latin, et à chaque fois, l'étymologie nous amène sur des terrains qui sont extraordinaires. Donc, mettre quelque chose mettre sa main sur les épaules de quelqu'un pour lui imposer quelque chose, eh bien, je vous invite à retenir ça parce que ça va être, ce qui va intervenir dans le rêve d'un patient que je vais vous raconter par la suite. Donc, je répète les temps. D'abord, prendre conscience qu'on est soumis de façon, inconsciente ou non à une autorité qui va entraver nos désirs. Ensuite, se révolter contre cette autorité, contre ces figures tutélaires, c'est-à-dire dire non. Et enfin, troisième temps, gagner, au sens de récupérer un gain, qui est la conquête de son autorité sur sa propre existence. On pourrait dire, si nous étions psychanalystes, le phallus. Donc voici le rêve de Patrick, qui est assez spectaculaire concernant le meurtre symbolique du père. Patrick est un homme d'une quarantaine d'années, grand, brun, les yeux noirs, d'allure très sportive. Il vient en analyse depuis 10 mois environ, au rythme d'une fois par semaine. Il ne manque aucune séance et s'investit dans sa thérapie avec détermination. Il faut dire que l'enjeu est de taille pour lui. Il a vécu plusieurs relations amoureuses et les 2 fois où il a proposé à ses petites amies de vivre avec lui, il est devenu impuissant du jour au lendemain. 2 fois à 5 ans d'intervalle, 2 fois de trop pour Patrick. Au cours des séances, j'apprends qu'il est fils unique et que le couple de ses parents est bancal, comme il dit. Une mère bohème, artiste peinte, extravertie, plutôt désorganisée et fantasque. Un père à l'opposé, comptable, rigide, sévère, colérique et introverti. Depuis qu'il est petit, il les entend se disputer, se plaindre, bouder, crier. Régulièrement ensuite, son papa le prend à part pour lui seriner. Surtout, ne te marie jamais. Le mariage, c'est pire que l'enfer. Vivre avec une femme, c'est signer son arrêt de mort. Bien sûr, les propos de son père font largement écho au drame de Patrick, mais il ne suffit malheureusement pas de comprendre intellectuellement les origines de ces souffrances pour qu'elles s'évaporent. Il faut une catharsis. Cette catharsis advient grâce à un rêve. Patrick arrive un matin dans mon bureau, encore fortement marqué par une nuit agitée. Il évoque aussitôt en songe. J'étais à une soirée dansante avec mes parents, ce qui est évidemment surréaliste. J'étais assis à une même table avec mon père, ma mère et une fiancée dont j'étais apparemment très amoureux. J'assiste alors à une scène incroyable. Mon père, visiblement séduit par ma copine, lui fait les yeux doux de façon éhontée. Un slow débute et j'invite ma petite amie à danser. À mon grand étonnement, mon père nous suit sur la piste, me tape sur l'épaule et m'impose de lui céder ma place.
Donc, je reviens à l'étymologie d'imposteur, hein, mettre la main sur l'épaule. Donc, à mon grand étonnement, mon père nous suit sur la piste, me tape sur l'épaule et m'impose de lui céder ma place. Ce que je fais immédiatement. Il commence à danser avec ma camalière, tandis que, choqué, penaud, je retourne m'asseoir. Après ce récit, je laisse un long silence s'installer. Donc, je suis de retour dans mon cabinet, j'arrête l'histoire du rêve et je laisse un long silence s'installer. Un silence qui a été très long. Et c'est un Patrick en colère qui le brise. C'est dingue, même réveillé dans une situation identique, je lui laisserai la place. Putain, comment ce con peut-il encore avoir ce pouvoir sur moi? Et le jeune homme pleure. La suite de la psychanalyse de Julien s'est déroulée au gré des modifications de son comportement qu'il envisageait à ce fameux bal. Il n'y faisait pas allusion à chaque séance, uniquement dès qu'il remarquait une avancée significative dans son travail. Les réponses ont ainsi graduellement évolué. Un jour, triomphant, il débarque dans mon bureau et s'exclame « Aujourd'hui, je dirai non à mon père ». Impitoyable, je questionne « Et si votre père refuse de partir, que faites-vous » Hors de lui, ses paroles fusent incontrôlées, je lui casse la gueule. Je clos la séance sans commentaire. Il revient la semaine suivante avec un immense sourire. Je modifie ma dernière réaction. Casser la gueule, c'est encore infantile. En fait, je regarderai mon père et lui infligerai un non avec un sourire tranquille et une telle force intérieure qu'il comprendra ma détermination. Patrick avait trouvé sa posture. Plus personne pour lui barrer son élan, pour lui interdire ses pulsions, pour empêcher ses désirs. Plus personne pour lui imposer un fardeau, plus personne pour lui mettre quelque chose sur l'épaule. Donc là, je viens de dénoncer une réflexion autour du meurtre symbolique du père, mais qu'en est-il du meurtre de la mère? On oublie parfois que le chemin psychique d'un homme ne peut s'arrêter à s'émanciper du père. Derrière la figure paternelle tutélaire, répressive ou inspirante, demeure une autre présence fondatrice, plus discrète dans la théorie, mais plus puissante dans l'inconscient, celle de la mère. Ce meurtre de la mère est, lui, moins évoqué, il est même tabou. Or, c'est par la mère que tout commence, c'est dans la fusion originelle avec elle que l'enfant, et tout particulièrement le garçon, découvre la sécurité absolue, c'est là aussi qu'il risque de s'y perdre. Car l'attachement premier, ce fil ombilical prolongé, contient déjà en germe une menace d'emprise. Sans un arrachement, l'homme adulte demeure prisonnier de cette matrice virtuelle. Il reporte alors sur les femmes de sa vie, compagnes, amantes, collègues, le poids de ses attentes, frustrations et rancunes. Car rien ne ressemble plus au corps de la mère que celui d'une femme. De là naissent chez certains hommes ces confusions affectives qui alimentent la misogynie ou la dépendance affective. De là naissent aussi ces colères muettes, ces désirs d'anéantir l'autre vécus comme omnipotente, dévorante, toute puissante ou insatisfaisante. Dans les cabinets de psy, la mère imaginaire surgit souvent sous des formes archaïques, la mère menthe religieuse, la mère vagin denté, la mère phallique enfin. Autant de visages imaginaires d'une même angoisse, celle d'être réabsorbé dans la matrice et de disparaître comme sujet. C'est pourquoi cette décision de couper est indispensable. Il s'agit pour l'homme de décompléter la mère, de lui arracher ce qu'il croit encore lui appartenir, sa propre puissance, sa propre virilité. Comme Persée tranchant la tête de Méduse, l'homme doit décapiter cette puissance maternelle archaïque, non pour la nier, mais pour se l'approprier. Le trophée brandi n'est pas un cadavre, mais un talisman, la preuve qu'il peut enfin habiter sa propre vigueur, sans se croire redevable à la fusion originelle. Pourquoi est-ce si crucial? Parce que cette étape initiatique bien négociée à être misogyne un jour afin de ne pas l'être
toujours. Pouvoir à un moment donné de sa vie d'adulte homme haïr suffisamment sa mère pour désirer la tuer, puis passer symboliquement à l'acte en se libérant de la symbiose, de la dépendance. Être capable alors d'aimer les femmes non plus comme substitut de ce premier attachement, mais comme sujet entier, autre et libre. Pouvoir de la sorte s'ouvrir sainement au désir et à l'amour des femmes. Et un amour nouveau pour sa mère, un amour adulte. Là, je vous raconte l'histoire de Matteo, comme vignette concernant le meurtre symbolique de la mère. Matteo, 38 ans, est devenu père récemment. Il constate alors des parallèles inquiétants entre ses comportements et ceux de sa mère à son égard lorsqu'il était petit. Sa mère se montrait envers lui très protectrice, voire étouffante, prenant des décisions à sa place, le surprotégeant de façon excessive, contrôlant sa vie, même à l'âge adulte. Aujourd'hui, le jeune papa se perçoit très autoritaire, cherchant à gouverner Léo, 3 ans, dans chacun des aspects de sa vie, même dans ses jeux. Effrayé par cette répétition, Matteo décide de lire des livres sur l'éducation des enfants et d'échanger avec sa femme sur ce sujet si sensible pour lui. Petit à petit, il découvre la joie de voir son fils grandir en autonomie et de nouer avec lui des liens autres. Un jour, sa mère vient déjeuner chez eux. Pendant le repas, la conversation est légère, jusqu'au moment où Matteo veut servir des épinards à son enfant. Ce dernier refuse catégoriquement. Matteo l'invite à goûter. Léo accepte et émet un burk sans équivoque. Le papa félicite son fils d'avoir quand même essayé et ne lui sert pas d'autres épinards. La grand-mère, muette pendant toute la scène, éclate alors. C'est insensé, c'est Léo qui fait la loi ici. Eh bien, mon fils, je ne te savais pas aussi lâche. Matteo réagit avec calme, un calme qui le surprend lui-même. Maman, tu m'as pourri la vie en m'imposant tes désirs, tes ordres, tes lubies. Tu penses bien que je ne vais pas faire la même chose avec mon fils. Alors, soit tu l'acceptes, soit tu vas manger ailleurs. La grand-mère reste bouche bée, puis continue le repas, sans un mot, en regardant résolument son assiette. Pour conclure sur ces 2 meurtres symboliques, on pourrait avancer que sans eux, on reste prisonnier soit de la soumission, soit de la dépendance. L'une de ces ruptures libère du pouvoir, l'autre libère de la symbiose. Je voudrais à présent, sur ce thème des meurtres symboliques, et en particulier du meurtre symbolique du père, faire un pas de côté par rapport à l'actualité. Ces ruptures résonnent particulièrement avec ce que nous vivons. Les médias se saisissent à l'envi de l'expression « tuer le père » dès qu'un homme politique se sépare avec violence de son mentor. Ils l'ont mentionné pour Pompidou rompant avec De Gaulle, Jospin avec Mitterrand, Sarkozy avec Chirac, Macron avec Hollande, Marine Le Pen avec son père réel. Il y a quelques jours, on l'a entendu à propos d'Édouard Philippe et de Gabriel Attal, se démarquant publiquement et avec force de celui qui les a portés et révélés, Emmanuel Macron. Or, contrairement aux propos des journalistes, ces 2 ex-ministres n'ont pas ainsi tué le père. Il ne s'agit pas là d'une émancipation, mais d'une usurpation. Ces 2 hommes cherchent de façon ostentatoire à détrôner plutôt qu'à trouver leur propre voie. C'est la preuve d'une peur encore infantile d'être écrasé, étymologie, l'imposture. Écrasé, tel qu'il le présente haut et fort devant les médias. Le meurtre symbolique du père, lui, suppose du courage, de la dignité pour une confrontation loyale. C'est un acte intime de libération, sans témoin. C'est un acte d'émancipation, pas de domination. On voit même que dans le rêve de Ludovic, le rêve avec son père au bal, on voit bien que tout le travail d'initiation et d'émancipation s'est fait sur le divan, sans avoir eu besoin de confronter son père avec violence.
Dans ce climat politique, on assiste donc au spectacle de fils en rébellion et non d'hommes initiés, c'est-à-dire d'adultes qui ont parcouru le rituel de passage de fils à homme. Alors, comment se comporte un homme initié? Je précise qu'un homme ayant franchi ces étapes qui le consacrent comme initié ne devient pas pour autant un homme parfait. Entre l'homme dur et l'homme mou, selon l'expression d'Elisabeth Badinter, cet homme initié pourrait se décrire comme un homme souple, qui possède désormais les atouts nécessaires pour évoluer vers l'accomplissement de soi et l'exemplarité. Plus que tout, il va pouvoir goûter à l'ivresse de sa liberté. Comme saint François d'Assise, il pourrait s'exclamer: Ô mon père qui voudrais m'empêcher de grandir, sais-tu ce qu'il faut de violence pour jouir de vraie douceur? Sais-tu que ton fils est fou de douceur folle? Toutefois, goûter pleinement cette douceur folle, chèrement gagnée, ne saura être effective que si l'homme ne se repose pas sur ses lauriers et s'il poursuit avec détermination, avec courage, son cheminement vers son intériorité, prolongeant ainsi son profond travail sur lui-même. Constatons cependant qu'une fois les meurtres symboliques accomplis et cette étape décisive franchie, il demeure nécessaire en amont d'effectuer quelques ajustements, de procéder à quelques réglages afin de se sentir pleinement soi, car la vérité se creuse comme un puits, elle prend son temps. En effet, les conséquences de cette révolte sont multiples et elles entraînent des bouleversements abondants dans la vie psychique de l'initié. À côté de sa libération, qui est indubitable, émergent dans un premier temps des sentiments complexes et dérangeants, comme les prises de conscience inquiétantes, légitimes pourtant, de sa culpabilité d'une part et de sa destructivité d'autre part. Destructivité avec son côté sadique et transgressif. Cependant, une fois ces ajustements réalisés, quel est le quotidien d'un homme initié? Je suis obligée de boire beaucoup. Dans notre immeuble, ils ont mis le chauffage à fond et il fait une chaleur épouvantable. Cependant, une fois ces ajustements réalisés, quel est le quotidien d'un homme initié? Pour résumer, je dirais, un homme initié, ça s'empêche et ça s'oblige. Un homme, ça s'empêche, selon la formule de Camus, je vais être très très synthétique, de céder à ses pulsions, d'obéir aveuglément, de suivre le troupeau, de céder à la facilité. Et moi, j'ai ajouté, à la phrase de Camus, un homme, ça s'empêche, j'ai ajouté un homme, ça s'oblige, c'est-à-dire il s'oblige à avoir une éthique d'action, il doit être courageux, respecter autrui et marcher sa parole. J'aime beaucoup cette expression, marcher sa parole, c'est les Amérindiens qui l'utilisent pour dire on fait ce qu'on dit. Marcher sa parole, je trouve ça très joli. En quoi cette initiation individuelle concerne-t-elle la collectivité? C'est-à-dire que si on reprend l'idée de déconstruire les hommes, parce que dans la collectivité, dans la société, euh, certains se comporteraient de façon abominable, on pourrait dire, ben oui, si les hommes individuellement marchent vers cette initiation, en quoi ça concerne la collectivité? Eh bien, l'initiation est un chemin, mais ses effets ne restent pas confinés à l'individu. C'est là que le collectif entre en jeu. Chaque rite de passage individuel agit comme une force pour le groupe. Je cite à nouveau Camus, je me révolte, donc nous sommes. Et l'anthropologue Gogel d'Alondas rappelle que même les rites les plus personnels œuvrent pour la communauté. En transformant l'homme de l'intérieur, on prépare une transformation visible de la société, de la famille, de l'école, de l'entreprise. Voilà, il est temps de conclure. Je pense que la psychanalyse est bien sûr le lieu privilégié pour accompagner ce travail d'arrachement. Cette aventure intérieure demeure cependant une charge immense pour les hommes sommés de se déconstruire, comme pour tout être humain d'ailleurs. Quelqu'un demanda un jour à Marie-Louise von Franz, 1915-1998, psychologue suisse, comment se fait-il qu'aussi peu de gens suivent leur propre étoile? Elle répondit avec tristesse,
parce que suivre sa propre étoile signifie s'isoler, ne pas savoir où aller, découvrir par soi-même une voie nouvelle individuelle, plutôt que de simplement suivre les sentiers battus que tout le monde emprunte. Pour ma part, je me demande quel autre sens donner à notre vie, sinon celui, profondément poétique, de suivre son étoile. Cette quête trouve un écho vibrant dans les propos de Christian Bobin à la Grande Librairie du 25 novembre 2022. Je cite Christian Bobin. « Vivre poétiquement, c'est essayer d'avoir une tenue de langue et d'âme qui réenflamme la vie, qui redonne le courage et l'envie de vivre, et qui nous remette à la hauteur de la splendeur qu'est cette vie. Je ne parle pas d'émerveillement, mais je parle de splendeur. » Fin de citation. Quelle magnifique philosophie de vie pour nous-mêmes et comme exemple à transmettre à nos enfants. Je terminerai en vous citant un dialogue transcrit dans le livre d'un anthropologue sur les rites de passage. À quel moment, adolescent, te décideras-tu à devenir adulte? Demande un vieillard à un adolescent. L'adolescent de répondre: quand j'aurai réalisé mon souhait le plus cher, vieillard, et trouvé ce que je cherche depuis des siècles, un adulte qui me donne envie de vieillir. Merci de votre attention. Merci beaucoup, Hélène, pour cette intervention très, très riche. On va maintenant passer la parole aux élèves qui sont là. Est-ce que certains ont déjà des questions à formuler? Ils sont en train de réfléchir. Le dur, c'est la première question. Après, ça va être tout seul. C'est vrai. Je vois aucune main se lever. Christine? Vous m'entendez? Oui, très bien. Oui, enfin, je suis un petit peu perturbée avec mon téléphone. Je ne sais plus rien trouver. Donc, la première chose qui m'est venue à l'esprit, tout d'abord, merci beaucoup pour cet exposé qui est vraiment très, très, très intéressant. Effectivement, tout vient de l'intérieur quelque part. Mais je me posais juste la question, pour avoir des compagnons à la hauteur, nous-mêmes, femmes, ne devons-nous pas changer aussi? Parce que c'est dans un couple, il y a une sorte de d'osmose entre deux personnes. Je pense que la femme doit faire autant de chemin que l'homme quelque part. Oui, je suis C'est ma complètement d'accord réflexion. avec vous. Oui, je suis complètement d'accord avec vous. Mon livre s'appelle La déconstruction des hommes, une fausse bonne idée. Donc, j'ai vraiment axé sur les hommes et sur cette injonction à se déconstruire. Et à plusieurs reprises dans mon livre, j'explique que nous, les femmes, bien évidemment, on a du travail à faire aussi, hein. Mais là, l'idée, c'était de dire pourquoi tout d'un coup on s'attaque aux hommes en voulant les déconstruire, parce que les femmes sont arrivées à bout et parce que cette égalité n'est toujours pas là, quoi. Ben, c'est vraiment euh, quelque chose qui est évident et qui est désolant. Donc, bien évidemment, nous avons tout le travail à faire, mais là, il y avait urgence pour moi, il y avait urgence à dire aux hommes qu'il fallait se bouger. Par ailleurs, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais dans les cabinets de psychanalystes, il y a quand même une proportion de femmes importante, très peu d'hommes. Je ne crois pas du tout, et les hommes qui sont à l'écoute là aujourd'hui peut-être pourraient nous dire, je ne crois pas du tout que les hommes ne soient pas capables de se remettre en cause. Je crois que peut-être, et la jeune génération est en train de changer, je crois que peut-être les hommes sont moins enclins à partager leurs émotions, à partager leurs sentiments,
Et s'il est vrai que nous, entre copines, on est capable de libre association, c'est-à-dire qu'on part dans tous les sens, voilà, ce chemin psychanalytique, on le fait en dehors de toute thérapie. Il me semble que les hommes, et je parle pour les hommes surtout de ma génération, et je répète, je crois que les jeunes générations ont la chance de voir des changements énormes à ce sujet-là, mais les hommes de ma génération vont parler des impôts, du Macron, du match de foot, et vont pas vraiment se livrer sur leurs sentiments, leurs émotions, avec quelqu'un qui va leur répondre et qui va les bousculer et les amener à réfléchir autrement. Et ils ressentent peut-être un peu moins le besoin parce que tout leur est à la naissance quelque part donné plus facilement. Oui, c'est certain qu'à partir du moment où vous faites partie de la race des seigneurs, quelle est la nécessité de se remettre en cause? À quel moment, tout d'un coup, se dire: «Je vais me remettre en cause»? Donc oui, ils sont capables de dire, «Ah quand même, c'est pas bien que les femmes soient, quand même qu'il y ait autant d'inégalités». Mais voilà, moi, quand j'ai écrit ce livre et que j'ai questionné des hommes, je peux vous assurer qu'à plusieurs reprises, j'ai été vraiment catastrophée d'entendre les réactions. J'ai un ami, très proche, PDG d'une très grande boîte, et qui me dit: «Bon, mais ça va, hein, la libération des femmes, aujourd'hui, on peut même plus vous faire un compliment sans prendre une claque». Je lui dis: «Mais c'est tout ce que tu as retenu de ce que je viens de dire là? Franchement, c'est désolant, où on va, quoi? C'est pas ça le sujet, hein». Oui, quelque part, on doit peut-être nous, en tant que femmes, développer un petit peu plus notre côté masculin, qui a été vraiment étouffé, qui a été, voilà, on nous a imposé pas mal de passivité féminine et dès tout jeune, on n'a pas pu développer cet aspect masculin. Et ça, bon, quand on a une éducation qui a tourné autour de ça, c'est pas facile de faire ce travail-là, mais si ce travail-là était fait, du coup, même nos vieux conjoints, observeraient des changements. Oui, je sais pas si c'est vraiment, part masculine ou part féminine. Je crois surtout que, hem effectivement, depuis notre naissance, on sait qu'on est inscrite, dans le camp, je vais être excessive, hein, dans le camp des dominés, et que, voilà, et que nous, on n'a pas, cette chance-là, et puis qu'on a rencontré, dans le monde de l'entreprise, pour celles qui ont travaillé dans l'entreprise, de multiples plafonds de verre, que dans certaines associations, eh bien, c'est des hommes, même des associations féminines, c'est les hommes qui sont présidents, et voilà, on a été confrontés à ça, et que, quelquefois, on l'a tellement bien intégré qu'on n'a pas l'énergie ou même la lucidité pour, tout d'un coup, se rebeller, quoi. Donc là aussi, Mmh. on a ce travail d'émancipation à faire, qui est ou masculin ou féminin, mais qui en tout cas est, d'avoir, sa posture, sa propre posture, et d'être capable de dire non. Oui, c'est vrai. Merci beaucoup en tout cas. Merci Christine. Florence a demandé la parole. Et après, j'aimerais bien entendre justement les deux, trois hommes qui sont présents. Oui, bonsoir Hélène, merci beaucoup. J'ai beaucoup aimé certaines phrases, enfin tout le déroulé de votre exposé, mais certaines phrases m'ont particulièrement marquée, surtout sur l'adolescent. Quand deviendrai-je adulte? Quand deviendras-tu adulte? J'ai trouvé ça magnifique. Et je me demandais, c'est peut-être stupide, mais le fait que les hommes aient majoritairement tant de difficultés à exprimer leurs émotions, leurs sentiments, à les verbaliser, est-ce que c'est directement la conséquence d'une longue lignée patriarcale, ou est-ce que c'est, alors là ça va peut-être être carrément machiste comme question, ou est-ce que c'est le fait d'un tempérament fondamentalement différent?
Bon, moi, j'ai une hypothèse que je vous soumets, mais ce n'est qu'une hypothèse, c'est que la mienne, donc elle vaut ce qu'elle vaut. Je pense que nous, les femmes, nous parlons beaucoup. Et j'ai pas dit bavarder, j'ai dit parler. Et par conséquent, lorsqu'on a des garçons, eh bien, instinctivement, peut-être pour se protéger de cette fusion, de cette matrice virtuelle, de cette symbiose, ils vont être un petit peu mutiques pour vraiment se protéger de cette affection, de cet amour, de cette tendresse, de cette qu'on leur manifeste à amour égal, un peu plus qu'avec nos filles. C'est-à-dire que nous, les filles, on sait ce que c'est. Et donc, il y a cette tendresse, cet amour du même. Et puis nos garçons, il y a une espèce d'émerveillement. Voilà, moi, femme, j'ai un garçon et une fille, donc j'extrapole. Il y a une espèce d'émerveillement d'avoir pondu un petit être qui est un garçon. Donc je pense que pour se protéger, ils vont être un peu plus dans la retenue, un peu plus introvertis avec nous les mamans. En revanche, nos filles vont mettre en place un pont langagier avec la maman qui va être plus fort, plus intense et avec ce partage-là. Donc voilà, Mais peut-être justement parce que les filles vont se sentir moins happées par leur mère. Enfin, exactement, exactement. ouais. Merci de l'ajouter, exactement, parce qu'elles se rendent compte que voilà, il n'y a pas cet émerveillement dans les yeux, même s'il y a la même quantité d'amour, elle ne voit pas des paillettes dans les yeux quand on regarde nos fils qui sont extraordinaires. Et voilà, et donc il y a tout ce travail là, nous, mamans, à réparer et ça peut marcher. Merci. Alors, Grégory, Maxime ou Antonio, quelque chose à dire, justement? Bonsoir, Bonsoir, bonsoir à tous. Antonio. Ah, c'est qui? Comme je suis à conduire, je n'ai pas convenient de faire des commentaires. Mais euh, quand j'ai écouté l'intervention, et c'est vrai, euh, euh, quand nous sommes psychanalystes, nous sommes toujours psychanalystes. Et, et je crois que j'ai écouté aussi un psychanalyste toujours parlant sur le sujet de construction des hommes. C'est vraiment magnifique. Merci. Merci. Oui, vous répondez à la question, est-ce que quand on n'a plus de patients, on est toujours psychanalyste? Je le crois parce que, enfin, pour ma part, en tout cas, la psychanalyse m'a sauvé ma vie psychique, donc je suis très reconnaissante. J'espère avoir aidé plusieurs patients à trouver eux-mêmes leur propre voie et leur propre vérité, leur propre authenticité. Et lorsque, pour des raisons familiales, j'ai quitté le sud de la France où j'étais psychanalyste pour venir à Paris, j'ai fait de multiples formations pour être coach et coach de hauts dirigeants et de comités de direction. Et j'ai gardé le contact avec la psychanalyse à travers mes livres parce que c'était voilà, c'était passionnant et que même si le coaching, c'était autre chose, voilà, je garde le goût de la psychanalyse parce que je trouve ça extraordinaire. Et surtout, ce que je trouve, alors vous me direz ce que vous en pensez, si vous voulez aller sur ce terrain-là, je trouve que c'est des mathématiques. C'est vraiment du bon sens. C'est-à-dire vraiment, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, on n'est pas complètement illuminé, puis tout d'un coup traversé par une idée qui viendrait des anges ou de je ne sais qui. En fait, c'est vraiment mathématique, quoi. C'est de la logique. Et si on a suffisamment de théorie et si on a suffisamment vécu soi-même cette traversée, ce passage initiatique, ce chemin initiatique et la psychanalyse,
eh bien, voilà, on fait des hypothèses qui sont pleines de bon sens et voilà, si on sait poser des questions suffisamment ouvertes, on la vérifie ou non et on avance comme ça et c'est extraordinaire, quoi. Merci. Je trouvais le chemin réflexif de votre part, de votre part, très, très fraîche, très intéressant. Merci beaucoup. Merci Antonio. Merci Antonio. Constance? Oui, quand on a parlé de demande de déconstruction, c'est vrai que j'ai pensé, comme Christine, à plutôt une demande, enfin, j'entends plutôt une demande comme Jung de polarité d'homme et de féminin et de masculin dans chaque homme, chaque femme. C'est vrai qu'il y a comme une demande de ce côté-là. Mais à l'opposé, j'entends pas mal de choses du côté d'un retour plutôt retour d'un conservatisme avec des relations de couple où justement on serait à l'opposé des meurtres symboliques et on aurait un désir de rester là-dedans. Donc il y a ces doubles demandes dans les sociétés, alors peut-être moins en Europe, mais en tout cas en Amérique c'est extrême. Enfin, c'est deux opposés, on les ressent bien. Donc, ouais, c'est intriguant ces opposés-là aussi. Voilà, je vais essayer. Oui, effectivement, enfin, je ne sais pas si c'est exactement ce que vous vouliez dire, mais dans ce que je disais moi, on demande aux hommes mais finalement d'être soumis, de s'effacer et d'être vraiment des fils qui accepteraient que les femmes mamans leur montrent le chemin et voilà, soit en position dominante, on inverserait le problème. Et puis de l'autre, on a une recrudescence des masculinistes, mais quelque chose qui est assez spectaculaire, vraiment de façon gravissime, quoi. Donc voilà, on a ces deux ballons, deux moments-là. Et puis, ce qui est aussi intéressant, c'est qu'il y a beaucoup de cercles de parole d'hommes, certains qui me paraissent, moi, vraiment très positifs, avec des hommes qui se questionnent sur qu'est-ce que c'est que la masculinité, qu'est-ce que je suis, qu'est-ce que les femmes demandent, enfin, des vrais questionnements sur ce vrai sujet. En revanche, il y a des cercles de parole d'hommes où là, c'est je, et moi, je veux pleurer, et je suis faible, et pourquoi j'ai pas le droit d'être une victime, et des cercles où il y a plus de lamentation que de construction. Et bien évidemment que je suis tout à fait d'accord avec le fait qu'un homme peut pleurer, qu'un homme peut dire je suis faible, enfin, bien évidemment c'est un humain et heureusement qu'il est capable, justement parce qu'il est assez fort, de pouvoir dire tout ça si c'est bien questionné. Mais les cercles de lamentation, j'avoue que je ne suis pas sûre que ça aille dans le bon sens. Merci. Grégory a levé la main. Oui, merci. Je rebondirai tout d'abord sur ce qui a été dit par Constance, hein. Évidemment, c'est un constat qu'on peut tous faire, et plus particulièrement dans cette science dans laquelle j'ai été formé, l'histoire. On voit depuis quelques années des recherches euh, ou des interprétations de trouvailles archéologiques, etc., où on va beaucoup axer sur la place des femmes, l'importance des femmes dans les sociétés de l'Antiquité, dans les sociétés préhistoriques, voire au Moyen Âge, etc. Donc on redécouvre aussi en ce moment ou depuis quelques années l'importance des femmes. On leur redonne une place qu'elles auraient dû avoir de tout temps dans l'histoire, bien évidemment, jusqu'à même dernièrement, j'ai lu un article sur justement On parle souvent des moines copistes du Moyen Âge, mais il y avait aussi des nonnes copistes qui ont été complètement invisibilisées par l'histoire. Et
à l'opposé, parce que il y a tellement de choses qui sont exacerbées. On a justement une sorte de surmasculinisme avec ces hommes qui se sentent un petit peu menacés dans leur masculinité, on va dire, de base, fournie ou conditionnée par la société, et qui vont dans une surmasculinité pour tout d'un coup ils se mettent à faire du sport, comment dire, aller en salle de muscu. Voilà, il faut qu'ils se sentent encore plus hommes, puisqu'il y a des femmes qui veulent se sentir encore plus femmes, ou j'ai envie de dire dans notre société malheureusement qui veulent juste se sentir femmes. Et ces hommes-là se sentent attaqués dans la place que la société leur a donnée depuis des siècles. Là, tout d'un coup, ils sont perturbés, ils se surmasculinisent parce qu'ils pensent qu'ils ne le sont pas assez. Donc, on a vraiment des choses exacerbées. Et, et comment dire, j'en viendrai après à ce qui a été dit tout à l'heure dans la conférence, mais moi, je me suis vraiment éloigné d'amis chers à cause de ce comportement qu'ils ont eu. Vraiment, ils sont partis dans une extrême tout d'un coup, comme ça. J'ai pas hésité à m'en détacher parce que, et là, je vous remercie vraiment de votre conférence, puisque j'ai enfin placé des mots sur l'homme en construction que je suis, et non pas en déconstruction. Donc j'ai vraiment apprécié d'avoir tout ce champ sémantique aussi. Je suis très attaché aussi à l'étymologie. Hein, les autres là de l'APE peuvent le confirmer, aller à l'origine du mot. Et donc ouais, j'ai été vraiment content de trouver dans cette conférence aussi des mots ou un cheminement auquel je peux m'identifier. Et j'avais aussi une question justement, ou des remarques, je sais pas trop, euh, sur... Alors attendez que je retrouve mes notes. Voilà. Euh, ouais. Donc, comment est-ce que vous pourriez définir ou donner une explication peut-être à, par exemple, deux hommes homosexuels qui font un rejet complet des femmes, avec une partie de leur relation homosexuelle qui est basée sur ce rejet de la femme là. Alors là, il faudrait qu'on reprenne la conférence, qu'on fasse 5-6 heures. Je J'ai vais... le temps. Moi, un peu moins, parce que j'ai faim, je n'ai pas mangé. Je plaisante. Oui, vous avez raison. Il y a tellement d'explications différentes que ça serait long, quoi. C'est soit un amour immodéré pour leur mère qui fait qu'ils ne veulent pas d'autres femmes et que toutes les autres sont à bannir, soit un amour immodéré pour leur père qu'ils ont vu souffrir parce que leur mère était pas bienveillante envers leur père, et donc ils rejettent toutes les femmes et ils veulent réparer avec un homme le mal que leur père a eu, et on peut décliner ça à l'envi. Donc oui, c'est compliqué. Et voilà, à partir de là, je ne pourrais pas avancer plus loin dans ma réponse parce que tout ça est très très complexe. Oh Et non, mais merci, c'est déjà des bonnes pistes de réflexion. Et Merci. j'ai fait le choix de parler que de ce que je connais un peu, c'est-à-dire les couples hétérosexuels et hommes-femmes, parce que voilà, toutes les discussions autour de l'homosexualité me demanderaient, en tout cas de ma part, une honnêteté à y réfléchir de façon bien plus importante, et c'est pas. Même si j'ai des amis homosexuels femmes et homosexuels hommes, c'est pas pour ça que je me sens autorisée à en parler d'un point de vue théorique et clinique. Mais vous avez raison, c'est un vrai sujet. Y a-t-il d'autres questions? Pour rebondir sur les masculinistes dont on parlait tout à l'heure, il y a beaucoup de jeunes influenceurs qui ont fait des vidéos, j'en ai vu quelques-unes. Vraiment, ça fait peur, hein. J'en ai vu un en particulier qui disait: mais moi, ma femme, je lui interdis de travailler, elle est là pour me servir. Et je veux, quand je rentre le soir, qu'elle m'apporte mes pantoufles,
mon verre de whisky et qu'elle se taise et qu'elle me fasse à manger et elle est là pour moi. Enfin, c'est un jeune qui doit avoir 25 ans, quoi. Et je me dis, ah, où on va là? Moi, ce qui m'interroge, c'est aussi de comprendre pourquoi ces femmes vont vers ce courant-là actuellement. Il y en a qui le revendiquent haut et fort. Je Ouais. n'arrive pas à comprendre comment, après tant d'années à travailler sur l'émancipation de la femme dans nos sociétés occidentales, et surtout au regard de ce qui peut se passer dans d'autres, où on essaie d'effacer les femmes, j'ai du mal à comprendre comment on peut régresser à ce point. Ben, c'est peut-être la névrose hystérique portée à son maximum, hystérique au sens, bien sûr, pas de Charcot, hein, mais au sens, j'allais dire, profane, c'est-à-dire le besoin d'un maître. J'ai besoin d'un maître qui me domine et qui, voilà, donc ben, cet homme-là, il me domine encore plus, hein. Il y a une statistique qui vient de sortir, là, qui est très, très sourcée, hein. Dans le monde entier, partout, il y a eu des questionnements sur les relations hommes-femmes, etc. Et il a été posé la question suivante aux hommes. Si votre femme faisait quelque chose de mal, mais pas gravissime, hein, mais est-ce que vous pensez que ça serait légitime de la battre? La battre, hein, pas l'apostrophe à battre, de la taper. Je ne sais pas si vous avez idée du pourcentage. 23% des hommes ont répondu oui. Oui, il faut lui donner une correction parce qu'elle a fait quelque chose de mal, donc c'est normal de lui donner une correction. C'est bien. Marjorie? Merci beaucoup, Hélène, pour cet exposé. Et je ne peux pas m'empêcher de faire le lien avec votre magnifique livre qui était La stratégie du sauveur. Est-ce qu'il n'y a pas aussi quelque chose, un point qu'on peut relever, toutes ces femmes qui ont besoin de sauver quelqu'un, sous-entendu de se sauver elles-mêmes, en fait? Oui, c'est effectivement la tragédie des sauveurs, le titre de mon livre, qui revient là. Merci en tout cas de votre remarque. Oui, je crois on est très souvent très maternante et et que peut-être ces femmes qui se soumettent à ces hommes-là ont repéré la faille, ont repéré la faiblesse justement, parce que voilà, la virilité c'est comme la confiture, hein, moins on en a, plus on l'étale, hein. Donc elles ont peut-être repéré quelque chose en se disant ben, peut-être je vais réussir à le sauver, et peut-être que je vais, voilà, il y a peut-être ça. Après, il y a toutes les histoires personnelles qu'on ignore derrière tout ça. Et puis peut-être certaines religions où ben, il faut se soumettre à l'homme, mais c'est problématique, hein. Merci Hélène. Est-ce qu'il y a d'autres questions? En tout cas, je ne sais pas, vous avez dû le remarquer comme moi, je remarque qu'il y a quand même beaucoup, beaucoup de jeunes hommes qui se féminisent, c'est-à-dire qui ont des boucles d'oreilles, qui ont des cheveux très longs, et, je suis assez étonnée, très souvent dans les magasins, dehors quand je me balade, de voir certaines personnes et de ne pas savoir de quel sexe elles sont. Pas plus tard que tout à l'heure, là, je rentrais pour cette conférence et j'ai croisé une personne, je ne sais absolument pas si c'est un garçon ou une fille. Et, je m'interroge, j'ai l'impression que c'est la première fois dans l'histoire du monde que la frontière hermétique entre hommes et femmes est tombée. C'est pas rien hein, comme événement. Où là, tout d'un coup, voilà, il y a des hommes qui pensent être femmes, il y a des femmes qui pensent être hommes, et il y a cette frontière-là qui est devenue floue.
Et voilà, je m'interroge sur cette évolution et Euh, D'où, pardon, je peux, Oui, 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 d'où pratiquement. peut-être cette réaction si violente de l'autre côté, justement parce qu'il y a tout ça qui est en train d'éclore. Il y a toujours une résistance très forte au changement profond. Donc, mais je me demande, est-ce que dans ce cas-là, tous les Trump et autres Poutine ont une grande inquiétude quant à la réalité de leur virilité? bien sûr, c'est des hommes qui ont une peur bleue des femmes. C'est pour ça que enfin, Trump a une grande crainte que dans l'affaire Epstein, il soit impliqué, puisque beaucoup de gens disent que certainement il a participé à des choses. Donc, oui, c'est des hommes qui, qui sont obligés de se montrer hyper virils parce que justement, ils craignent de ne pas l'être assez. Je pense que là, j'aborde un sujet hyper sensible, hein, mais j'ai la conviction que cette hégémonie masculine et que ce patriarcat, la racine peut-être profonde, inconsciente, sous-jacente, c'est cet organe viril qui peut être défaillant, qui désire quand il veut, qui est en panne quand n'importe quand, et que les hommes n'arrivent pas forcément à contrôler, et que ça, c'est terrorisant pour beaucoup. Pour ceux qui ne sont pas équilibrés, c'est terrorisant. Donc, puisque c'est la femme qui est susceptible de pouvoir les humilier dans cette défaillance sexuelle, la femme est à abattre et à mépriser et à dominer et à contrôler. Genre, les hommes auraient des sextoys à la place de leur sexe, je crois qu'il n'y aurait pas de problème d'égalité entre les hommes et les femmes. Je pousse le bouchon, mais je ne suis pas sûre de le pousser trop, hein. J'imagine que nous, les femmes, vous, les femmes présentes, avez des amis masculins. Moi, le nombre d'amis masculins qui m'ont dit, mais on est terrorisé par la défaillance. On est terrorisé par ça, c'est la chose la plus importante pour nous. Et voilà, donc nous, on ne sait pas ça, parce que nous, qu'on désire ou qu'on ne désire pas, peu ou prou, ça, voilà, ça fonctionne. Tandis que là, il y a objectivement quelque chose qui se voit de la défaillance et c'est terrible. Donc, ben, on va, puisque c'est ça, puisque on a peur de ça, on va dominer la société, on va faire les guerres, on va faire des attentats, et on va montrer combien on est fort, fort, fort et sans défaillance partout ailleurs. Voilà, partout, partout. Et comme c'est pas le bon médicament, ben, il va falloir recommencer et recommencer et être encore plus fort et être encore plus fort. Ben, là, Je pensais à, à une petite patiente là, qui est complètement fan d'un film d'animation, je crois, ou d'un dessin animé qui est coréen, qui passe sur Netflix ces derniers temps. C'est Demon Hunter, où en fait ce sont les femmes qui sont des chasseresses. Et les hommes sont des démons, en fait, la plupart du temps, enfin en tout cas les héros principaux. Et ils sont assez efféminés finalement, ils ont quelque chose de très androgyne. Et les filles sont très, très féminines, mais elles ont effectivement les attributs du combat. Elles sont armées, elles sont déterminées, elles sont agressives. Et bon, évidemment, elle est pas très sensible au charme des garçons à 8 ans et demi. Là, j'essaie de la faire parler sur ce qu'on elle perçoit ces garçons. Elle s'en fiche un peu.
s'identifie évidemment davantage aux jeunes filles, mais du dessin animé, mais c'est effectivement, c'est quand même encore une histoire qui oppose les hommes et les femmes. Oui, Je c'est sais vrai pas qu'il y a si- une évolution de toutes les sociétés surprenante et c'est vrai qu'on voit beaucoup de jeunes hommes japonais, en particulier, très très efféminés, très Ouais. efféminés et Est-ce qu'il y a encore des questions? Je pense que non. Mais écoutez, on peut clore cette rencontre qui a été très riche. Merci, merci infiniment, Hélène. Et à toutes et à tous, merci beaucoup et merci pour vos questions. Merci à vous. Toujours très enrichissant. Oui. Merci. Et bonne soirée. Merci. Bonne soirée à vous. et bon appétit. Au revoir. Merci Hélène, merci encore. Au revoir. Bonsoir. Bonsoir.